c'est le Culture Mag, votre journal qui voit les arts, la mode, les spectacles sous un autre angle. Aujourd'hui, focus sur une femme africaine championne d'échecs, Phiona Mutesi. Le parcours fantastique de cette Ougandaise qui a affronté les plus grands joueurs d'échecs va être adapté au cinéma par les studios Disney, Pixar. Victoire pour les femmes, victoire pour l'Afrique. Dans ce journal, nous irons également faire un tour en France. La 9e Biennale du Design ouvre ses portes à Saint-Étienne. C'est beau, c'est drôle, c'est looké. Bref, c'est à Saint-Étienne que ça se passe en ce moment. Et puis, nous recevrons l'un des plus grands musicologues israéliens, Moshe Morad, à la fois patron d'une station FM, ethno-musicien. Moshe Morad vient d'étudier dans un livre les liens entre la musique et les communautés gays cubaines. Quel rapport avec Israël? C'est une bonne question et nous la lui poserons. Merci d'être toujours fidèle à nos programmes et de suivre i24 News. Deux femmes sont à l'honneur aujourd'hui dans le Culture Mag. L'une a vécu à Jérusalem, l'autre dans un bidonville en Ouganda. Les deux ont bravé les obstacles pour accomplir des miracles. Premier portrait, celui de Phiona Mutesi du bidonville à Hollywood. La fierté de l'Ouganda se conjugue au féminin. Reportage Daniel Campos. De tous les jeux de stratégie, les échecs sont probablement les plus cinématographiques. Parfois ils sont au deuxième plan, parfois ils tiennent le premier rôle, mais dans l'histoire du cinéma, on trouve des échiquiers un peu partout. En 1925, les échecs apparaissent pour la première fois dans le film russe La fièvre des échecs. En 1957, c'est dans le 7e saut d'Ingmar Bergman. Les amateurs se souviennent évidemment d'À la recherche de Bobby Fischer, réalisé en 1993. La liste est longue, dessins animés, drames, documentaires. Tout a été fait ou montré. On a même récemment mis les échecs au cœur des ghettos avec Life of a King. Tout a été fait, ou presque. Jamais de film avec une femme joueuse d'échecs et jamais de film sur une femme africaine, reine des échecs. La nouvelle production de Disney, Queen of Katwe, débarquera l'année prochaine sur grand écran. Un long métrage qui raconte la vie d'une jeune prodige africaine des échecs, Phiona Mutesi. Habitante du bidonville de Katwe en Ouganda, Phiona Mutesi est l'enfant d'une famille extrêmement pauvre. Là-bas, l'eau potable et le tout à l'égout sont considérés comme un luxe. Elle n'a que 3 ans quand son père meurt du sida. À 6 ans, elle doit quitter l'école. Une existence misérable qui change du jour au lendemain lorsqu'elle apprend à jouer aux échecs à l'église locale. Gagner, c'est avoir droit à un bol de porridge. Son don inné pour ce jeu est impressionnant. En 2006, elle a 11 ans. Bien qu'elle ne joue que depuis 2 ans, elle gagne son premier tournoi d'échecs. Puis elle devient championne d'Ouganda dans la catégorie junior fille. Direction la Russie où elle participe au Chess Olympiad en 2010. 2 ans plus tard, Phiona remporte le titre de Woman Candidate Master aux 40e Olympiades d'échecs. Elle devient ainsi la première femme titrée de l'histoire des échecs en Ouganda et en Afrique. C'est à cette date que Tim Crossers publie un livre sur elle, The Queen of Katwe, la reine de Katwe, qui deviendra ensuite un documentaire pour une chaîne américaine. En 2013, elle joue contre le mythe absolu. La jeune fille affronte la légende des échecs, le grand Garry Kasparov. Bien sûr, elle perd, mais la rencontre a confirmé davantage son talent. L'an dernier, Phiona a participé à la 41e édition du Chess Olympiad. C'est là que la célèbre réalisatrice Mira Nahir a décidé de faire un biopic sur son incroyable parcours d'outsider, avec en rôle titre l'actrice oscarisée Lupita Nyong'o. La jeune actrice aura pour partenaire David Oyelowo. Un nouvel horizon pour les échecs au cinéma, loin des salons européens, des tables, échiquiers de Central Park ou des ghettos de New York. La reine de Katwe, en plein tournage, montre un autre visage de l'Ouganda, donne un sublime visage aux échecs en version féminin. Un autre portrait de femme, maintenant celui de Hind al-Husseini. Direction Israël. Hind al-Husseini est une Palestinienne. Elle a fondé la Maison de l'Enfant Arabe en 1948. C'est un petit musée en plein cœur de Jérusalem. Il vient de faire l'objet d'une rénovation. L'occasion de revenir sur le destin également extraordinaire de cette femme arabe. Reportage Irsam Abouroche avec Sandy Fortis. Bienvenue au Dar al-Tifl Arabiya, la maison de l'enfant arabe, une organisation caritative pour les jeunes orphelins et enfants nécessiteux palestiniens. L'institution existe depuis avril 1948. Elle a été fondée par Hind Taher al-Husseini, une femme peu ordinaire, souvent comparée à Mère Teresa.
Mais en quoi Hind al-Husseini a-t-elle été une source d'inspiration pour les Palestiniens? Et pourquoi continue-t-elle à être une icône? En 2010, Julian Schnabel raconte son histoire sur grand écran dans le film Miral, long métrage inspiré du livre homonyme de Roula Djibril. My goal is to educate these kids and give them hope. C'est en voyant un groupe de 55 enfants vagabondant autour du Saint-Sépulcre dans la vieille ville de Jérusalem que Mama Hind a l'idée de créer cette organisation caritative. Ces jeunes étaient tous des survivants de ce que les Palestiniens appellent le massacre de Der Yassin, un événement généralement attribué à l'Irgun et au groupe Stern. Au cours de la guerre d'indépendance en 1948, Jérusalem avait été bloquée par les forces arabo-palestiniennes, empêchant le ravitaillement des 100 000 résidents juifs de la ville. Des miliciens avaient alors tenté de la désenclaver, ce qui engendra une bataille au sein du village de Der Yassin. Ses habitants ont résisté, mais aucune maison ne fut épargnée, faisant un grand nombre de victimes civiles. Dévouant sa vie aux pauvres et aux nécessiteux, Hind transforme la maison de son grand-père en orphelinat, une demeure qui devient rapidement une école pour orphelins et jeunes enfants venant des villages palestiniens environnants. Au début des années 50, d'autres orphelins les rejoignent. Ils viennent cette fois de Jaffa, Hébron, Jérusalem, Ramleh et même Gaza. En 1967, un changement intervient. L'école sera finalement réservée aux filles. Assistante sociale, éducatrice et coordinatrice de l'Union des femmes arabes, Hind a consacré sa vie aux orphelins jusqu'à son dernier souffle. Elle a elle-même adopté plusieurs bébés abandonnés devant la porte de l'orphelinat. On comprend donc pourquoi, 20 ans après sa mort, elle reste l'une des figures féminines arabes les plus impressionnantes du Moyen-Orient. À suivre les déboires dans l'ordre de Johnny Depp, Pharrell Williams, mais tout de suite le highlight du jour, il est signé David Gombin. Le design, c'est l'art de joindre l'utile à l'agréable. En résultent tous ces objets de plus en plus beaux qui nous entourent au quotidien. Pour toujours plus de beau, direction Saint-Étienne en France. La ville a été élue en 2010 par l'UNESCO parmi les 4 villes les plus créatives en design. Sa 9e biennale ouvre ses portes pendant un mois. C'est donc un programme chargé qui attend les Stéphanois et les amateurs de design du monde entier. Une 60aine d'expositions, de conférences et de colloques. Avec cette année, une thématique quasi philosophique. Quel est le sens du beau? À l'heure où la majorité des objets découlent de l'industrialisation, quelles valeurs sont véhiculées par l'esthétique? Pour avoir la réponse et voir de jolies choses, rendez-vous à Saint-Étienne. Fan de Johnny Depp, ne criez pas, votre acteur favori vient de se blesser sur le tournage du Pirates des Caraïbes numéro 5. Jack Sparrow a donc arrêté le tournage en Australie. Il a été rapatrié en jet à Los Angeles où il va se faire opérer. Le pronostic vital n'est pas engagé. Johnny Depp se fait opérer de la main. Focus maintenant sur un livre édifiant, Fiesta di 10 pesos. Le voici, La fête à 10 pesos. Il est écrit par notre invité Moshe Morad. Bonjour Moshe Morad, merci d'être là et de faire l'effort de comprendre nos questions en français. C'est un livre incroyable qui montre comment la communauté homosexuelle a vécu sous l'ère de Fidel Castro et comment elle s'est libérée. Alors, Moshe Morad, le public ne le sait pas, mais vous êtes un musicologue, vous êtes un Israélien musicologue, grand spécialiste de la musique. Comment êtes-vous arrivé à un sujet pareil? C'est une bonne question. En fait, c'est un peu arrivé par hasard. J'étais fasciné par Cuba, par le Che Guevara et aussi par le fait qu'il était interdit pour les Israéliens de s'y rendre. À l'époque, j'étais dans le milieu de la musique et j'enregistrais un album en Jamaïque avec un artiste. J'ai vu un vol de Montego Bay à La Havane et sur un coup de tête, je l'ai pris. On était en 1994, en pleine crise financière. Il n'y avait quasiment aucun autre vol. L'aéroport était désert et je suis tombé amoureux de Cuba, des gens là-bas et de la musique. Voilà, justement, ça, on peut l'entendre parce que vous êtes un musicologue, on va le voir sur les images, vous avez travaillé avec de très très grands artistes, mais pourquoi précisément la communauté LGBT de Cuba? J'ai toujours été intrigué par la façon dont la musique peut créer une place pour les minorités.
comme par exemple pour les immigrants illégaux ici en Israël, près de la gare centrale. Ça fait d'ailleurs partie de mes recherches en ce moment. Et quand j'étais à Cuba, j'ai rencontré des membres de la communauté gay. Si on peut appeler ça une communauté, eux, ils appelaient ça l'ambiance. Il n'y avait pas de vraie scène homosexuelle à l'époque à Cuba. Tout était souterrain. Fiesta de Diez Pesos, le titre du livre, c'est le nom des fêtes qu'ils organisaient le week-end, qui étaient des fêtes plutôt illégales. Donc, je me suis rendu à ces fêtes. À l'époque, il n'y avait quasiment pas de touristes. Les choses ont changé avec les années. Même les interactions entre les touristes et les gays locaux étaient très importantes dans la création de ce que l'on peut appeler l'identité homosexuelle à Cuba. Mais pour moi, ce qui était intéressant, c'était le rôle de la musique dans tout ça, les différentes scènes que j'ai découvertes. Parce qu'il y a, pardon, il y a une musique particulière à la communauté? Non. La musique est la même, le boléro, les percussions afro-cubaines dans les rituels santeria, tout simplement la musique qui se joue dans les fêtes. Il y a quelques chansons comme par exemple la Nueva Trova, de la musique de troubadour. Il y avait une chanson en 1994 de Pablo Milanés qui pour la première fois parlait d'amour entre deux hommes. Il chantait « Ne nous laissez pas reproduire la même erreur en parlant de ce que Fidel Castro avait fait dans les années 70 ». Mais la musique est juste une idée de la façon dont les gens peuvent interagir, se rencontrer et exposer leur propre identité. Alors, Moshe Morad, on vous a vu en image aux côtés de la fille de Raúl Castro. Est-ce que vous pensez que sous un régime comme celui de Cuba, la communauté homosexuelle a eu plus de mal à exister que sous un autre régime, parce qu'après tout, c'est une minorité partout dans le monde. Il est difficile de trouver sa liberté d'expression. À Cuba, tout est paradoxal. Ce n'est pas blanc ou noir. Il faut comprendre la complexité des choses. Par ailleurs, l'homosexualité à Cuba est bien plus compliquée. Certains auteurs américains la décriraient par exemple comme une situation pré-gay, comme s'ils étaient primitifs. Mais ce n'est pas du tout le cas. Oui, mais je vous posais la question sur la fille de Raúl Castro, qui est une activiste et qui est la principale activiste de LGBT. C'est vrai. Elle a fait du très bon travail en ce qui concerne les droits des homosexuels à Cuba. C'est la directrice du CENESEX, le Centre national d'éducation sexuelle à Cuba. Dr Maria Castro, c'est la fille de Raúl et la nièce de Fidel. Quand je l'ai rencontrée, elle m'a raconté que son père était l'un des principaux instigateurs de UMAP, des camps de travail forcé où ils enfermaient les homosexuels dans les années 70, comme dans le film Avant la nuit. Mais maintenant, il soutient vraiment des activités et Cuba est l'un des pays des Caraïbes, mais aussi d'Amérique latine, les plus avancés en ce qui concerne les droits des homosexuels. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une grande complexité à Cuba. La religion n'est pas importante là-bas, c'est un pays athée, donc il n'y avait pas le poids de la communauté catholique. Donc, vous pensez maintenant, et c'est ma dernière question parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, avec ce qu'a dit Obama sur le rapprochement entre Cuba et les États-Unis, c'est-à-dire ouvrir finalement Cuba sur le monde libre, est-ce que vous pensez que ça va favoriser la liberté de la communauté homosexuelle ou au contraire, ça va faire émerger une pression morale chrétienne et que cette communauté va être en danger? Vaste question. Encore une fois, c'est compliqué parce que tout est compliqué à Cuba, même dans le monde. Comme dans votre pays, hein? Il y a beaucoup d'activités souterraines dans la communauté gay. Ils n'ont pas d'organisation homosexuelle ou de politiciens homosexuels parce que toutes les sortes de politiques sectorielles sont interdites à Cuba. L'ouverture de l'île au tourisme a déjà créé une certaine interaction là-bas entre les touristes et les Cubains, bonne comme mauvaise, et ça fait évoluer le milieu gay. Je pense que maintenant Cuba va changer, évoluer, mais pas autant qu'on ne le pense parce qu'il restera toujours ce côté culturel fondamentalement cubain. Cuban cultural, which will remain there. Qui reste. On va suivre ça donc avec vous. Merci beaucoup, Moshe Morad. Donc je rappelle, musicologue israélien, l'auteur de ce livre Fiesta de Diez Pesos, la fête à 10 pesos. Merci. Merci Valérie.
Voilà, c'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal. On finit ce Culture Mag en musique avec cette mauvaise nouvelle à 7 millions de dollars pour Robin Thicke et Pharrell Williams. Écoutez bien. Everybody get up. Vous avez donc entendu, cette ligne de basse ressemble beaucoup à une autre ligne de basse célèbre, celle de Marvin Gaye pour le morceau Got to Give Up. Écoutez à nouveau. Alors voilà, le tribunal de Los Angeles a condamné Pharrell Williams et Robin Thicke à payer cette énorme somme. Pharrell Williams, grand fan de Marvin Gaye, abattu, il est triste comme tout, d'abord parce qu'il admire Marvin Gaye. La famille de Marvin Gaye, a-t-il déclaré ensuite, eh bien, n'est pas propriétaire d'un groove. Voilà, on va se quitter sur cette information. On va se retrouver demain pour un nouveau journal de la culture. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News. Merci. Everybody get up.